content d'être avec vous ce soir et merci d'être là. Comme on n'est pas très nombreux, si vous voulez m'arrêter un moment, soit pour faire une remarque, soit pour compléter, soit pour me contredire, n'hésitez pas. Je vais reprendre à la fois un peu une intervention que j'avais faite fin juin auprès d'une association qui s'occupe d'accueil des réfugiés en France, qui s'appelle Coalia, et qui était ça s'était fait dans le cadre de la journée des réfugiés. J'étais intervenu un peu sur le contexte européen actuel, en rajoutant quelques éléments historiques et quelques remarques sur un peu le contexte actuel, un peu plus général. Mais il ne faudra pas m'en vouloir, c'est un peu européocentré, mais à la limite je compte sur vous pour compléter. Parce qu'il y a des éléments, enfin, beaucoup du droit d'asile, finalement, vient quand même et est inspiré des besoins et des tragédies qui ont été vécues en Europe au XXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle c'est quand même très inspiré par la situation européenne, mais c'est aussi celle qu'elle convie actuellement en Europe. Et donc, ça sera peut-être un peu, ça trouvera ça très européen centré, mais je pense que ça mérite quand même d'être fait sous cet angle, et puis vous pourrez compléter par effectivement votre expérience et vos remarques sur ce qui se passe ici. Quelques remarques historiques avant de venir plus précisément sur le contexte actuel en Europe. Le droit d'asile, on a l'impression de vivre avec quand on est de nos générations, mais finalement c'est quelque chose qui a été sur le plan international reconnu en 1951 pour répondre aux situations qui avaient été antérieures à 1951, c'est la Convention de Genève. Un certain nombre de réflexions auparavant, je parlais avec Jean tout à l'heure, parlait du prix Nansen. Monsieur Nansen a été celui qui a pensé à cela juste après ce qui s'était passé autour de l'Empire ottoman et de la fuite de Russes SHC d'Union soviétique. À la base, cette même notion, enfin initialement, enfin dans l'Antiquité et même encore, c'était plutôt l'asile, c'était une prérogative des autorités religieuses d'accueillir et de protéger. Bon, et la première fois qu'on l'a mis en place sous une forme, que ça a été construit différemment, c'est la Révolution française avec la Constitution de 1793 qui établissait un droit d'asile par la République pour tout combattant de la liberté. Même chose, préambule de la Constitution de la 4ème République en 1946, établit aussi un principe d'asile par la République, d'accueil par la République d'un combattant de la liberté. Mais au niveau international, ça n'a été mis en place que par la Convention de Genève, et on constate d'ailleurs que la Convention de Genève, comme je vous le disais, c'était sur les événements qui s'étaient passés avant 1951, et que ça n'a été élargi qu'en 1967 à autre chose et de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire que même tout ce qui a pu se passer au moment de la décolonisation n'était pas totalement dans ce cadre de l'asile, tel que ce qui peut sembler très étonnant aujourd'hui. Et de la même manière que, entre la manière dont on l'a pensé aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale, sur finalement des populations qui avaient vécu finalement l'avènement de totalitarisme, avec des droits qui étaient petit à petit perdus, des gens qui quittaient leur pays, qui en quittant leur pays perdaient tous leurs droits, enfin, ce que Hannah Arendt a pu décrire dans ses ouvrages, en constatant qu'à la sortie, en perdant les droits, on n'avait plus de droit d'avoir des droits, et que c'était finalement ce besoin de retrouver et d'assurer à tout être humain la capacité d'être recueilli pour pouvoir rester citoyen du monde, qu'on a construit ça en 1951, mais on l'a construit dans un contexte où on n'avait pas encore finalement
qu'il est très restrictif. Les questions, par exemple, liées aux persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'excision, qui sont aussi des menaces pour la vie, n'ont été mises en place que progressivement, et dans un certain nombre de pays, il y a des pays qui accordent très peu l'asile sur ces fondements, et c'est pas toujours aussi simple que ça d'admettre, quand on a cette notion finalement de combattant de la liberté, de réfugié politique, de pouvoir donner l'asile sur ces fondements-là encore aujourd'hui. Pourtant, c'est une évolution, effectivement, quand on regarde, à partir du moment où on est menacé parce qu'on est de telle ou telle minorité, pour ses orientations religieuses, pour ses orientations sexuelles, c'est logique, c'est le droit d'asile doit s'appliquer, mais il a été finalement, il a été progressivement étendu de ce point de vue-là. Mais c'est finalement que le XXe siècle, hein, je disais avec quand même deux grandes vagues. D'une part, ce qui s'est passé autour de l'Empire ottoman et de la Première Guerre mondiale, avec le génocide des Arméniens, mais pas seulement. Puis ce qui s'est passé, puis la Shoah, et les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont construit le droit d'asile tel qu'on le connaît aujourd'hui, même s'il a évolué, et qu'il a été établi d'abord donc avant la Convention de Genève. Il a été inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais n'a pu finalement être réellement mis en œuvre que au moment de la Convention de Genève. Vous remarquerez par exemple que quand je vous parlais de 1967, la Turquie, avec laquelle l'Union européenne a fait un accord au mois de mars dernier pour, dans le cadre de la gestion, finalement, essayer de bloquer un peu entre la Turquie et l'Union européenne les personnes qui souhaitaient aller vers l'Union européenne pour demander l'asile, la Turquie reste dans la logique d'avant 1967. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accepté les évolutions, en particulier hors européen. C'est-à-dire qu'elle peut reconnaître le droit, finalement, c'est bien guerre froide d'un Russe à demander l'asile en Turquie, mais elle ne va pas reconnaître le droit d'un Afghan à demander l'asile en Turquie. Ou en tout cas, elle ne le reconnaît pas au niveau des traités. Elle le reconnaît au niveau de son droit interne, mais pas au niveau des traités. Alors, la situation qu'on a aujourd'hui est quand même un peu particulière. En particulier en Europe. Parce que quand on regarde les chiffres depuis le début des années 2000, jusqu'à 2012, on a toujours été entre 200 et 300 000 demandeurs d'asile dans l'ensemble des pays de l'Union européenne par an. Ni plus ni moins, il y avait des années un peu plus, un peu moins, mais enfin c'était toujours 200 000, 300 000. Et sur ces 200 000, 300 000, la France était le premier pays qui recevait des demandes d'asile. Et depuis 2013, on a une situation profondément différente. En 2011, on a eu 310 000 demandes dans l'Union européenne. En 2012, 335. En 2013, 431 000. En 2014, 626 000. Et en 2015, 1 300 000. Donc quasiment une augmentation de 10%, de 10%, de 10%, de 45% et de 110% entre 2014 et 2015. Et là, le système n'a plus fonctionné. Auparavant, on connaissait les limites. Je ne sais pas si vous savez, mais comme il y a libre circulation des personnes au minimum dans l'espace Schengen, pour éviter qu'une personne fasse plusieurs demandes d'asile dans l'Union européenne, puisque ça reste des prérogatives des États que d'accorder l'asile, une personne qui demande l'asile dans un pays ne peut pas demander l'asile dans un deuxième pays de l'Union européenne. De la même manière, à partir du moment où, quand vous rentrez dans l'espace Schengen, vous rentrez et vous êtes contrôlé par un pays de l'espace Schengen, c'est ce pays-là qui est responsable du fait que vous êtes rentré dans le pays, dans l'espace. Et par conséquent, si vous êtes rentré parce que vous avez obtenu un visa, parce qu'on vous a constaté en situation irrégulière d'abord dans ce pays, si par exemple vous rentrez en Grèce et que vous êtes enregistré en Grèce comme en situation irrégulière en Grèce, ben on va dire que c'est la Grèce qui est responsable de votre entrée dans l'espace Schengen. Donc c'est après le pays qui est responsable qui doit traiter la demande d'asile. C'est le principe de Dublin. Finalement, quand on a mis en place l'espace de libre circulation, quand on a mis en place l'espace Schengen, les États ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique. Plutôt que de se dire, il y a un espace commun
qui est un espace de souveraineté partagée et avec dans lequel on assure en commun la sécurité de cet espace. Aucun pays n'était prêt à assumer ça face à son opinion publique, et par conséquent, on a mis en place un système qui consiste à dire que chaque État est responsable de sa partie de frontière extérieure de l'espace Schengen avec le reste du monde. Si bien que, bien entendu, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, c'est plus compliqué que le Luxembourg ou la Belgique. Et que c'est l'Italie et la Grèce aujourd'hui, mais c'était aussi le cas de la Hongrie, puisque finalement c'est aussi une des frontières de l'espace Schengen. Ce sont ces pays-là qui finalement sont les portes d'entrée dans l'espace et font face donc à des situations plus compliquées. Des situations plus compliquées qui sont encore plus dramatiques lorsque c'est des frontières maritimes, avec des personnes qui qui risquent leur vie pour arriver jusqu'en Italie ou jusqu'en Grèce. Quand vous allez à Lesbos, on vous dit comment ça peut se passer. Enfin, c'est assez terrifiant de voir que finalement les gens qui achètent des petits canaux, des petits zodiacs pour arriver ils payent quelquefois 500 000 euros par personne pour finalement avoir une place sur un zodiac, et le passeur ne leur met même pas suffisamment d'essence pour arriver jusqu'à l'île. Si bien qu'ils se retrouvent à dériver dans les eaux grecques, mais déjà, heureusement qu'il y a des gens qui arrivent de l'autre côté, qui essayent de les sauver, parce qu'ils n'ont même pas nécessairement de quoi arriver jusque de l'autre côté. Ils partent simplement de Grèce, et après... et ça, bien entendu, l'Italie et la Grèce sont complètement à l'avant-garde, et donc aujourd'hui enregistrent le plus de demandes. Ce qui se passait jusqu'en 2012-2013, c'est qu'on savait parfaitement que l'Italie et la Grèce étaient dans une situation particulière. On ne pouvait pas demander, et on ne demandait pas à l'Italie et à la Grèce, finalement, d'être totalement étanches, ou de contrôler absolument tout le monde. On savait qu'il laissait passer du monde. Mais comme on savait aussi que leur situation était quand même particulière par rapport au reste de l'Union européenne, c'était difficile au Luxembourg ou à la Belgique de faire la leçon à la Grèce sur le respect des frontières extérieures. Et par conséquent, il y avait une certaine tolérance. Au moment du printemps arabe, en 2011, il y a eu un afflux qui est arrivé de Tunisiens qui est arrivé d'Italie, qui est arrivé en Italie. Bon, ça a été à peu près gérable. Il y a eu, quand on regarde les chiffres, l'Italie a eu 4 fois plus de demandes d'asile en 2011 qu'en 2010, mais bon, entre 2011 et 2012, on est resté 310 000 demandes d'asile sur l'ensemble de l'Union européenne, 335 sur l'année suivante, c'était encore gérable. Ce qui se passe, c'est que la situation en Syrie a profondément changé la donne. Et ça, c'est quelque chose qui doit peser, qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble du Moyen-Orient, aussi de l'Union européenne. Alors, sur le contexte général, dans l'Union européenne, en 2015, on a eu, je vous disais, 1,4 million de demandes d'asile. Sur les 1,3 million qui étaient des premiers arrivants, c'est-à-dire des gens qui n'étaient jamais rentrés, qui n'avaient jamais fait une demande d'asile en Europe, plus de 700 000, c'est-à-dire à peu près 60%, venaient de 4 pays: la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et le Kosovo. Si je vous donne ces pays-là, c'est des pays pour lesquels il y a eu des interventions militaires occidentales de l'OTAN sur les 20 dernières années. Bon, bien entendu, la Syrie, c'est un peu différent. Enfin, bon, on ne va pas non plus dire que la Syrie, il n'y a pas eu une intervention occidentale, parce que c'est quand même un secret de polichinelle que depuis 2011, il y a effectivement de l'armement et du soutien qui est donné aux rebelles en Syrie. Par conséquent, même s'il n'y a pas eu d'intervention directe de l'OTAN en Syrie, il y a quand même une intervention occidentale très claire sur la manière dont les choses se passent dans ce pays-là. Si bien que cette observation, elle mérite d'être faite. Elle n'est pas en soi une critique de toutes les interventions militaires. Je pense par exemple à celle que la France a faite en 2013 au Mali, ou à celle qui se termine sous le nom de Sangaris actuellement en Centrafrique. Ce n'est pas parce qu'il y a une intervention militaire qu'elle est nécessairement
qu'elle ne résout pas le problème et qu'elle engendre ensuite une situation telle qu'il y a plus de demandeurs d'asile après qu'avant. D'abord, c'est pas son objectif, et deuxièmement, c'est pas toujours le cas. Ceci étant, ce qu'on constate, c'est que sur l'Afghanistan, sur l'Irak ou sur le Kosovo, ce sont des interventions qui ont été très contestées, et que sur des interventions très contestées qui ne se font pas dans une bonne harmonie internationale, finalement, on constate qu'à la sortie, il n'y a pas de solution politique qui permet de constituer une situation qui stabilise le pays et qui permettent aux gens de se retrouver dans des situations où ils peuvent rester en sécurité dans ces pays. Et la situation en Syrie, elle est finalement, malgré tout, du même ordre. Et si je le dis à ce moment-là, c'est-à-dire avant de rentrer dans le cœur du sujet, mais un peu comme en remarque préliminaire, c'est parce que finalement, il y a des moments où on fait des interventions militaires, et là, j'ai pas cité la Syrie, j'ai pas cité la Libye, excusez-moi, mais l'intervention en Libye a été aussi profondément déstabilisatrice. Quand je dis ça, je ne veux pas nécessairement défendre, entendons-nous, la situation qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire que aujourd'hui on a l'impression que plus rien n'est contrôlé et que la situation est pire que jamais, mais est-ce qu'on préfère être conscient des difficultés et voir ce qu'avant on ne voyait pas parce qu'on payait des gens pour ne pas le voir? Parce que la situation de la Libye sous Kadhafi, en termes de gestion et même de ce qu'on pouvait faire avec un certain nombre de pays africains pour essayer de bloquer un certain nombre d'arrivées de migrants vers l'Europe, à des moments où les pays africains acceptaient de le faire, ou lorsque Kadhafi acceptait de le faire, finalement on ne voyait pas en Europe et on n'avait pas d'arrivée vers l'Italie, mais les situations humanitaires qui étaient gérées en Afrique du Nord ou en Afrique sahélienne étaient profondément dramatiques. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus les États, des États comme, on n'a plus le colonel Kadhafi pour finalement être celui qui va nous cacher la misère, eh ben, on est directement face aux difficultés avec effectivement des gens qui arrivent de Libye qu'on n'avait pas auparavant. Ceci étant, si je parle des interventions militaires à ce point-là, c'est que à chaque fois, quand on est intervenu sur l'Irak, sur le Kosovo, c'était finalement dans des moments un peu d'émotion, ou la Libye, des moments un peu d'émotion, ou sous prétexte de restructurer l'ordre international ou de mettre en place une démocratie un peu par la force, et que finalement, quand il n'y a pas, quand ça ne fonctionne pas, quand il n'y a pas un accord pour y parvenir, et quand on le fait en dépit des populations locales, bah, ça ne marche pas. Et ça mérite d'être dit, parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que si on veut après en Europe, de manière solidaire, gérer et faire face aux demandes d'asile qui peuvent arriver de zones qui ont été, qui ont subi les effets de politique étrangère, des nôtres, ou celles des États-Unis, ou celles de la Russie, ou celles d'autres pays, finalement, il faut quand même, on ne peut pas être solidaire dans la gestion d'une crise si on n'a pas été co-décisionnaire quand on a pris telle ou telle décision. En Irak 2003, la France était contre, une bonne partie de l'Europe centrale était pour, l'Amérique était pour. Et finalement aujourd'hui, c'est quand même là que s'est établi Daesh. La Libye, la France et la Grande-Bretagne ont poussé pour intervenir en Libye, la Russie était contre. Finalement, à la sortie, c'est toute l'Union européenne qui doit faire face à une situation. Et c'est vrai que les pays qui étaient contre, je me rappelle, j'étais en Pologne à ce moment-là, le Premier ministre polonais qui disait, écoutez, nous on a fait notre connerie avec l'Irak, on y est allé avec les Américains, on sait que ça n'a pas été une bonne chose, donc excusez-nous, mais la Libye, on ne va pas avec vous. Parce qu'on considère que ça n'a pas de sens. La deuxième chose, pour donner un peu le contexte, c'est la situation en Syrie. Pays de 23 millions d'habitants, 14 millions directement impactés par la guerre. Il y a encore des zones qui sont bien entendu impactées par la guerre, mais qui arrivent encore à avoir une vie normale. J'étais à Beyrouth il n'y a pas très longtemps, et on continue à avoir à peu près le même nombre de Syriens qui font des demandes de visa.
plus à l'ambassade de France à Damas, puisqu'elle n'est plus là, mais qui vont à Beyrouth pour faire des demandes de visa, qui partent de Damas, qui font des demandes à Beyrouth pour avoir des visas pour rentrer en France sur l'espace Schengen et qui rentrent après en Syrie. Donc il y a encore des gens en Syrie qui, j'allais dire, vivent peut-être pas normalement, mais enfin, qui continuent, qui partent de Syrie, qui vont vers l'Europe, qui repartent vers la Syrie. Mais il y a quand même 14 millions de personnes qui ont été directement impactées par la crise. Et bon, vous voyez la situation dans certaines villes, en particulier à Alep. Mais aujourd'hui, c'est 2,5 millions de personnes en Turquie, 1,2 million, 1,5 million au Liban, 1 million à peu près en Jordanie, entre 2 et 300 ou 400 000 en Égypte. Voilà pour les pays, les principaux pays qui reçoivent aujourd'hui des personnes de Syrie qui ont dû quitter leur pays. Quand on regarde les chiffres au niveau européen, on n'a pas 1 million de Syriens en Europe. Quand on regarde sur... on a dû en recevoir à peu près 300 000 l'année dernière, et quand on fait la somme de tous les Syriens reçus dans l'Union européenne depuis 2011, on doit être à peu près autour du million. C'est-à-dire que finalement, sur la crise la plus identifiée actuellement au Moyen-Orient, c'est quand même encore les pays voisins qui supportent quasiment l'ensemble du fardeau. Quand on voit qu'un pays comme le Liban, qui n'a pas 10 millions d'habitants, reçoit plus que l'ensemble de l'Union européenne, qui a 1,5 milliard d'habitants, ça nous montre quelle est la différence. Et ça nous montre aussi les fragilités d'Europe. Parce que finalement, le Liban, c'est pas qu'il va bien, mais il est là et il reçoit. La Turquie, c'est pas qu'elle va bien, mais elle prend 1,5 million de réfugiés. La Jordanie, c'est pareil. Et l'Union européenne, avec même pas 1 million de réfugiés syriens, finalement, on a l'impression que c'est ingérable, impossible, et que les accords entre les différents pays, enfin, les fondements même de l'Union sont remis en cause. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les Syriens. Et bien entendu, lorsque les frontières n'étaient pas suffisamment contrôlées comme l'année dernière, à partir du moment où on sait qu'il y a des Syriens qui, finalement, sont des demandeurs légitimes compte tenu de la situation en Syrie, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Et puis vous avez même des gens qui font semblant qu'ils sont Syriens simplement pour pouvoir rentrer en disant comme je vais dire que je suis Syrien, et comme ça je vais essayer d'arriver en Europe. Et par exemple, on me disait que au début de l'année, j'étais allé au Maroc et il y avait des Syriens qui expliquaient aux Marocains comment se faire passer pour des Syriens pour pouvoir effectivement rentrer dans l'Union européenne ensuite. Alors bien entendu, c'est pas aussi simple parce que la langue n'est pas la même. Et deuxièmement, depuis le début de l'année, il y a quand même des enregistrements qui sont faits plus systématiquement qu'auparavant en Italie et en Grèce, et qu'au moment de ces enregistrements, il y a un certain nombre de petits tests qui sont faits pour voir pour essayer de détecter la nationalité des gens. Si vous dites que vous êtes Syrien, bon, il y a... en fonction de la nationalité, on va vous montrer les symboles nationaux, les personnalités qui sont connues dans le pays, et on va vous demander de les reconnaître. Il y a une sorte de petits tests, donc il faut quand même être capable de... c'est pas aussi... c'est pas immédiat, vous ne pouvez pas simplement dire vous êtes Syrien, bon voilà, c'est bon. Donc il y a ça qui est fait, mais ceci étant, tout ça pour dire que l'Union européenne a récupéré finalement assez peu de demandeurs d'asile par rapport à l'ensemble des personnes impactées par la guerre civile en Syrie. Et que d'abord ça montre qu'une bonne partie des personnes qui ont été déplacées, elles n'ont pas voulu aller loin, elles ont voulu finalement quitter le pays en espérant pouvoir revenir le plus vite possible en Syrie, c'est-à-dire que ce n'est pas une volonté absolue de partir de Syrie à jamais, c'est la volonté de se protéger de sa famille compte tenu de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que, compte tenu des tensions sociales qui existent dans ces pays, qui sont différentes de celles qu'on vit en Europe, il n'y a pas les mêmes inquiétudes, mais on le sent aussi, que ce soit en Turquie, que ce soit au Liban, que ce soit en Jordanie. Il y a un certain nombre d'interrogations, de problèmes sociaux qui compte tenu de la présence des réfugiés, en particulier un peu des salaires qui baissent, des problèmes d'emploi, le HCR qui va faire des interventions, qui va donner des moyens
aux réfugiés qui vont parfois être égaux ou supérieurs à ce que reçoivent les personnes qui vivent dans ces zones. Donc il n'y a pas les mêmes débats que ceux qu'on peut avoir en France sur l'identité, la religion, tout ça, non. Mais il y a des débats qui sont liés à la situation sociale, au fait qu'on ne trouve plus d'emploi, que les salaires baissent parce qu'il y a de l'exploitation des enfants. Et toutes ces situations, elles sont en train petit à petit de déstabiliser Liban, Jordanie, Turquie. Et on voit bien l'évolution de la Turquie n'est pas totalement indépendante aussi de cette situation actuellement. Donc tout ça pour dire que l'Europe a pris une petite part faible par rapport aux voisins de la Syrie. Et donc il faut, c'est particulièrement malvenu de considérer qu'on est vraiment surchargé aujourd'hui, mais qu'en même temps il faut avoir bien conscience que suivant la manière dont ça va réagir, ça va continuer à évoluer dans les différents pays voisins de la Syrie, il peut y avoir des déstabilisations de ces pays qui peuvent nous conduire à devoir faire face à des situations bien plus compliquées que celles auxquelles on a aujourd'hui à faire face, auxquelles on doit faire face aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout terminé. Si jamais on n'est pas capable de faire un minimum, de prendre notre part et d'accueillir suffisamment de réfugiés, de ne pas systématiquement leur demander, parce que c'est ça le plus révoltant, de risquer leur vie, de traverser la Méditerranée pour ensuite avoir des droits, mais être capable de reconnaître les familles qui ont le plus besoin d'être protégées, déjà en étant en Jordanie, au Liban, en Turquie, pour ne pas finalement leur reconnaître des droits qu'une fois qu'ils ont finalement pris après avoir eux-mêmes risqué leur vie et la vie de leur famille. Considérer aussi qu'il y a un droit au rapprochement familial dès lors qu'il y a une partie de la famille qui a déjà trouvé asile ou qui vit déjà dans un pays de l'Union européenne. Et le plus important, c'est de constater que compte tenu du décalage peu qu'a fait l'Union européenne, si jamais les pays voisins sont face à une vraie déstabilisation, alors nous devrons faire face à une situation sécuritaire et à une situation de migration qui sera bien plus importante que celle auquel on doit faire face aujourd'hui. Et par conséquent, ce n'est pas juste une question morale, c'est une question aussi d'efficacité, c'est une question de sécurité. Il faut être capable de trouver les moyens de répondre de manière bien plus ambitieuse que ce qu'on fait aujourd'hui face à ce qui se passe sur la crise syrienne. Alors bien entendu, il y a la situation politique, ce n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui, mais il y a la situation de l'asile. Sur ce point de la crise syrienne, il y a encore une remarque. C'est qu'à partir du moment où l'Europe finalement fait si peu par rapport à ce que fait le Liban, la Jordanie ou la Turquie, vous voyez l'évolution de la Turquie aujourd'hui depuis un an et en particulier depuis le 15 juillet dernier. Grosses inquiétudes sur l'état de droit, sur son évolution, sur la séparation des pouvoirs. Enfin, tous les jours, il y a des nouvelles informations qui sont inquiétantes de ce point de vue-là. Mais comment voulez-vous que l'Union européenne parle de manière crédible aux Turcs sur la question de l'état de droit si les Turcs savent qu'ils recueillent, alors qu'ils ne sont pas aussi riches que nous, alors qu'ils sont quand même moins nombreux que l'ensemble de l'Union européenne, 2,5 millions de réfugiés syriens, quand l'ensemble de l'Union européenne n'en a pas recueilli 1 million. Alors après, on peut leur parler de droits de l'homme, on peut leur faire des cours sur l'état de droit, mais s'il n'y a pas le minimum d'accueil fait en Europe, comment voulez-vous qu'ils nous écoutent? Ils savent très bien qu'ils font beaucoup plus que nous sur ce point. Et c'est notre difficulté. C'est la difficulté de l'Union européenne, c'est qu'on peut difficilement donner des leçons compte tenu de notre incapacité finalement à accueillir plus. Et pourtant cette incapacité elle est réelle. Elle est réelle, on le voit bien, l'état des populations. On voit bien l'état de l'opinion publique. Mais c'est finalement l'état de l'opinion publique, c'est la somme de toutes les faiblesses de toutes les opinions, de toutes les responsables politiques depuis 10 ans qui ont systématiquement mis sur le dos des étrangers, sur le dos des différences, les difficultés rencontrées. C'est bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune capacité dans les opinions publiques à accepter le fait qu'il est
aujourd'hui possible d'accueillir. Alors que ça ne devrait pas être un problème. Une autre remarque, ce ne sont pas... il y a des pays d'Europe centrale, qui n'ont pas l'expérience de l'asile, ou plutôt ils l'ont, mais pour être accueillis eux-mêmes, en particulier lorsque il n'y avait pas de démocratie dans les républiques populaires, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, etc. Là, oui, ils étaient accueillis en Europe occidentale, ou ici. C'est plus le cas, aujourd'hui, mais ils n'ont jamais eu l'expérience d'accueillir. Ils n'ont pas non plus cette expérience que nous avons en Europe occidentale, finalement, d'accueillir de la main-d'œuvre étrangère. Si bien que pour eux, quand on leur demande d'accueillir des réfugiés, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et c'est très simple pour des populismes de développer une peur sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Donc tout de suite, ça se passe mal. Et donc, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que l'Europe centrale, qui n'a jamais accueilli de réfugiés, on lui demande d'en accueillir, elle ne le sent pas, elle voit qu'on a du mal de temps en temps avec l'intégration, en particulier en France, et ils se disent, oh non mais bon, si on a du mal avec l'intégration de la main-d'œuvre étrangère en France, pourquoi est-ce qu'en plus la France ou l'Allemagne, qui ont du mal avec leur intégration, veulent aujourd'hui nous forcer à accepter les étrangers? Mais c'est pas du tout pareil. On est dans le domaine du droit d'asile. Si on doit comparer, ce qu'on a pu faire avec les réfugiés chiliens ou les réfugiés cambodgiens dans les années 70, et ça s'est très bien passé. Comprendre qu'une personne qui va demander l'asile dans un autre pays, finalement, elle sera à jamais reconnaissante au pays qui lui a reconnu l'asile, et sera un apport très significatif pour le pays, pour son pays d'accueil. Je ne vous ferai pas ici de liste de toutes les personnes qui ont été accueillies pour asile en France et qui ont contribué à enrichir le patrimoine français, qui ont permis d'enrichir notre pays, et c'est vrai ici, c'est vrai en France, c'est vrai dans l'ensemble de l'Europe. Développer les peurs sur ce sujet, c'est totalement indigne. Mais ça marche dans le contexte actuel en Europe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du côté français, depuis 2012, on a trouvé en fait en 2012 une situation paradoxale. On a trouvé une situation où la France était la première destination des demandeurs d'asile en Europe. Donc a priori ça semblait bien. Mais en fait c'était pas bien. Parce que on était dans une situation où on était la première destination des demandeurs d'asile qui venaient vers l'Europe, mais le processus pour demander l'asile, et là je vais rentrer un peu plus dans le détail, le processus pour demander l'asile, il passe d'abord par une phase administrative, c'est-à-dire il faut être enregistré, il faut se faire enregistrer, reconnu comme demandeur d'asile. Ensuite, il y a une phase qui est traitée par l'OFPRA, ça c'est ce qui se passe en France, mais dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a une phase administrative. Et une fois que la phase administrative est terminée, soit on vous reconnaît l'asile, soit vous passez dans une phase judiciaire qui est une phase d'appel où on peut annuler une décision négative qui a été prise en première instance. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de destination des demandeurs d'asile, je ne vous parle pas du taux de réponse favorable ou défavorable. Il se trouve que quand on parle des Syriens, globalement, entre 90 et 95% des Syriens qui aujourd'hui font une demande d'asile en Europe reçoivent l'asile, parce que c'est assez évident qu'ils sont en besoin de protection. Mais quand vous êtes kosovar, c'est quand même plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de risque majeur au Kosovo. Enfin, il faut quand même raconter, il faut quand même être dans une situation très particulière pour demander l'asile et l'obtenir quand on est du Kosovo. Mais la demande d'asile, c'est quelque chose d'individuel. Enfin, Snowden l'a bien demandé à la Russie. Donc c'est quelque chose qui peut être, qui est un droit de tout citoyen de n'importe quel pays vis-à-vis de tous les pays qui ont en particulier signé la Convention de Genève. Et c'est une question individuelle. C'est pas parce que vous êtes citoyen canadien
que vous ne pouvez pas être dans des situations telles que vous ne pouvez pas avoir le droit de demander l'asile à l'Égypte. Bon, ça peut sembler bizarre, mais c'est possible. Et donc, à partir de là, quel que soit votre pays, vous pouvez demander l'asile. Et en France, à partir du moment où on vous reconnaît comme demandeur d'asile, vous avez une phase d'instruction du dossier qui est incompressible. Et pendant cette phase d'instruction du dossier, vous avez le droit de séjourner en France. Donc si vous êtes un demandeur d'asile réellement menacé, vous faites votre demande, on vous enregistre comme demandeur d'asile, et après, bon, si effectivement vous êtes réellement menacé, l'OFPRA va vous reconnaître le statut de réfugié. Ou la protection temporaire dans un certain cas, si on considère que c'est parce qu'il y a une situation momentanée dans le pays qui fait que vous avez besoin d'être protégé. Mais si vous êtes par exemple du Kosovo ou d'Albanie, et que vous voulez simplement vivre en France, vous faites une demande d'asile, vous obtenez un droit provisoire de séjour qui ne vous donne pas le droit de travailler, mais qui vous donne le droit de séjour en France. Et à partir de là, si la demande d'asile met 2 ans à être étudiée par l'OFPRA, vous avez gagné 2 ans en France. Si vous avez des enfants, vos enfants peuvent être scolarisés, etc. Donc, il y a une possibilité. Plus la période d'analyse des dossiers est longue, plus il y a des possibilités de détournement de la procédure. Et finalement, sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu moins de personnes à l'OFPRA, et on n'avait pas fait... En fait, le pari, c'était, pour ne pas avoir de demandeurs d'asile, il faut que les demandeurs d'asile attendent longtemps. Et finalement, les vrais demandeurs d'asile, ceux qui avaient besoin d'une protection rapide, ils allaient dans d'autres pays. Et nous, on avait les Albanais, les Kosovars, qui finalement savaient que quand on faisait une demande d'asile en France, on restait 2 ans avec un droit provisoire au séjour. On allait nous dire non à la sortie. Mais au moins, pendant 2 ans, on pouvait être en France. Et de ce point de vue-là, finalement, on détournait la procédure. Et en même temps, comme à chaque demandeur d'asile, on interdit de travailler, il y a eu de l'allocation. Il y a eu théoriquement, parce que, là encore, vous avez vu Calais, il n'y a pas toujours des places. Hein, il y a des pays où ça se passe bien. En France, ça ne se passe pas bien du tout de ce point de vue-là. Même si depuis 2012, on a doublé le nombre de places en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, ça ne se passe pas bien. Mais vous avez droit, théoriquement, même si ce n'est pas toujours le cas, à être hébergé, et vous avez une allocation pour faire face aux besoins les plus immédiats, qui est très faible, hein, c'est 8 ou 9 euros par jour, mais ça permet de faire face à un minimum de choses pour éviter que vous soyez conduit à devoir travailler au noir, même s'il y en a quelques-uns qui le font. C'est d'ailleurs pour ça que certains se posent des questions sur le coût de la demande d'asile, hein, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas le droit de travailler, c'est logique qu'il faille vous verser un minimum de prestations, mais les prestations sont très faibles. Si le demandeur a des vraies compétences et qu'il attend pendant 2 ans avant qu'on lui reconnaisse son statut de réfugié, pendant 2 ans il ne va pas travailler, il va perdre ses compétences, et il va coûter à la France alors qu'il pourrait lui rapporter. Bref, la question du travail des demandeurs d'asile, à mon sens, elle n'est pas bien résolue aujourd'hui en France. C'est sûr que si on donne le droit de travailler à toute personne qui rentre en France dès qu'elle fait une demande d'asile, on va avoir un autre détournement. Mais aujourd'hui, de refuser systématiquement le droit de travail aux demandeurs d'asile est une difficulté, parce que ça coûte, alors qu'il y a des gens qui pourraient travailler, au moins au bout d'un certain moment, et je crois qu'il faudrait revoir les critères. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'en 2012, on avait une situation où on avait des demandeurs d'asile, on était la première destination en Europe, mais finalement pour des gens qui détournaient la demande. C'est-à-dire qu'un Syrien, clairement, il nous disait d'ailleurs il y a 2-3 ans, il disait, on ne va pas demander en France. Parce que si on demande en France, dans 2 ans, on n'a pas la réponse. Alors qu'en Allemagne, ça va beaucoup plus vite. Et en même temps, un Kosovar, il venait en France, parce qu'il savait que pendant 2 ans, il avait au minimum le droit de séjour en France, tant que sa demande n'était pas refusée. Ce qu'on constatait aussi, c'est qu'en 2012, il y avait plus de personnes qui étaient reconnues comme demandeurs d'asile en 2e instance, c'est-à-dire à la CNDA, et pas à l'OFPRA. C'est-à-dire qu'en fait, pour être reconnu comme demandeur d'asile, il fallait avoir vécu la 1re instance et la 2e instance. C'est-à-dire que ça mettait très longtemps. Aujourd'hui,
on reconnaît 2 fois plus l'asile en première instance qu'en deuxième instance. Et en plus, ça va beaucoup plus vite. Ce qui permet en fait de donner des réponses rapides aux gens. Et ils seront plus rapidement protégés. Il y en a plus qui sont protégés et ils n'ont pas besoin de faire les 2 instances. Donc la situation est moins embolisée qu'auparavant, même si elle est encore problématique. Elle est encore problématique en particulier pour l'enregistrement des demandes. C'est une grosse difficulté. Les associations, depuis la réforme de l'asile qu'on a mis en place l'année dernière, nous disaient que c'était notre point faible, et on a pu le constater. Si Calais a beaucoup augmenté avant d'être démantelé la semaine dernière, c'est aussi parce qu'il était plus facile de demander l'asile à Calais que de demander l'asile à Paris. Et qu'il y avait des associations qui disaient, écoutez, si vous voulez faire une demande d'asile, allez à Calais. Et on était dans une situation où Calais, qui il y a 2 ans, était finalement un blocage parce qu'il y avait une frontière et des gens qui voulaient partir vers la Grande-Bretagne et qui n'avaient absolument pas envie de demander l'asile en France. Ce qui s'est passé, c'est que on a essayé depuis 1 an et demi de convaincre les gens qui voulaient partir pour faire la demande d'asile en Grande-Bretagne de demander l'asile en France. Ça, c'est des choses qui ont été faites par l'OFPRA depuis le début de l'année 2015. Essayer de convaincre des gens qui s'acharnaient à vouloir passer en Grande-Bretagne, à leur dire, écoutez, vous êtes éligible à l'asile en France, faites-nous une demande d'asile, on va vous trouver des places de logement, et vous allez être rapidement, vos demandes vont être rapidement traitées. Et on a essayé de le faire, même presque en donnant une priorité à ceux qui étaient à Calais par rapport à ceux qui étaient ailleurs sur le territoire, ce qui pouvait poser problème pour ceux qui étaient ailleurs sur le territoire, en termes de logement et en termes d'enregistrement. Et c'est arrivé à un tel point que les associations à l'été disaient aux personnes qui voulaient faire une demande d'asile à Paris et qui n'obtenaient pas de demande de rendez-vous pour pouvoir être enregistrés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la capacité d'obtenir le papier qui disait après « vous êtes enregistré comme demande d'asile, donc vous avez un droit de séjour provisoire en France ». Ils n'avaient même pas ce papier. Il y avait 50 rendez-vous par jour qui étaient donnés par la préfecture. Donc ils partaient à Calais. Et c'est comme ça que ça a augmenté. Ça, plus une autre chose, si je parle de Calais. L'autre difficulté, c'est que l'année dernière, jusqu'en 2015, quand la situation est devenue intenable et qu'on a constaté qu'il y avait la route des Balkans, puis que ni l'Italie ni la Grèce étaient en mesure d'enregistrer l'ensemble des personnes qui arrivaient dans ces pays. On a mis en place les hotspots. Les hotspots, ça permet d'enregistrer tout le monde. Mais c'est un gros défaut. C'est que finalement, quand la Grèce et l'Italie ont accepté qu'on mette en place les hotspots, ils ont aussi accepté que si les gens faisaient une demande d'asile ailleurs, ils soient responsables de ces gens. C'est-à-dire finalement, la Grèce et l'Italie, en acceptant la mise en place des hotspots, ont aussi accepté une charge beaucoup plus lourde, éventuelle, de personnes qu'on pourrait leur renvoyer. Et c'est effectivement ce qui se passe actuellement. La situation en France, donc, quand vous regardez ce qui se passe en France, et vous avez vu les débats sur Calais avec ce qui se passe en Allemagne, c'est assez tragique pour notre pays, en termes d'attractivité. On est resté à 60 000, même si cette année on est plutôt autour de 80-90 000 demandes d'asile, 80-90 000 demandeurs d'asile pour l'année 2015 et pour l'année 2016, ça sera à peu près pareil. C'est quand même très faible par rapport à ce que l'Allemagne a enregistré. Oui. Vous reliez à des problèmes administratifs, de l'auteur de gestion de dossier pour la demande d'asile par les citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas lier aussi à des problèmes d'intégration et à la mauvaise image de la France sur ces questions? C'est-à-dire que pour un Syrien, pour un musulman arrivé en France, ils ne se sentent pas trop accueillis. Alors ça, c'est un problème plus général pour la France. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que effectivement, ce qui s'est passé en France depuis un peu plus d'1 an, les débats qui ont lieu en France ne rendent pas la France attractive. Mais que ce soit pour les demandeurs d'asile ou quand j'étais au Liban, j'ai eu des échanges avec un certain nombre de jeunes étudiants et de jeunes élèves de lycée français qui m'ont posé des questions très délicates. Je leur ai même dit qu'il ne fallait pas poser des questions très délicates parce qu'à force de poser des questions très délicates, après
finalement, si on ne sent pas les nuances derrière, on ne comprend plus rien. Mais en gros, la question c'était, est-ce qu'on est toujours bienvenu si on veut faire ses études en France? Donc c'est vrai pour les demandeurs d'asile, c'est aussi vrai pour finalement des jeunes qui sont scolarisés dans les lycées français et qui ont vu leurs frères, leurs parents aller faire leurs études en France et qui se disent, ben, vu la manière dont la France évolue, même si je suis chrétien maronite, je ne vais pas être considéré comme tel, je vais être mis dans la position des porteurs de burkini et tout de suite stigmatisé. Voilà. Et ça, c'est très clair. De la même manière que la manière dont la France réagit à ses propres attentats et réagit ou ne réagit pas à d'autres attentats qui peuvent se produire dans le monde et qui sont aussi horribles, fait que, et ça j'ai aussi eu la question au Liban, aussi la remarque en Égypte, sur finalement, est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a un petit décalage, est-ce que finalement un attentat en France c'est égal à un attentat en Turquie ou un attentat en Égypte ou un attentat au Liban? Et ce sentiment-là, effectivement, il ne va pas aider en France. Et puis, il y a encore autre chose. Je me rappelle d'une conversation avec une personne qui avait obtenu l'asile en France, un Syrien, et il était content de l'avoir. Et il vient me voir et me dit, mais attendez, j'ai mon fils, il est encore, il est en Turquie. Est-ce que vous pouvez aussi m'aider pour qu'il ait aussi l'asile, mais je voudrais qu'il ait l'asile en Allemagne? Je dis, pourquoi? Ah bah oui, parce que là-bas, il y a du travail. Voilà. Il y a effectivement l'ambiance. Enfin, cette ambiance, il y a le bruit médiatique, et puis après, il y a la réalité. Elle est quand même un peu différente aussi, quand même. Hein. Il y a le bruit médiatique, ça va être le burkini, tout ça, mais il y a quand même plein d'endroits où ça se passe bien. Et réciproquement en Allemagne, vous voyez malheureusement que le grand accueil de l'année dernière, quand même, aujourd'hui, il y a aussi, enfin, malheureusement, les réactions convergent un peu partout en Europe. Donc, c'est pas tout noir pour nous et tout blanc pour les autres. Mais c'est vrai que d'une manière générale, avec des nuances, l'ensemble de l'Europe, même si l'Allemagne a un peu corrigé le tir l'année dernière, l'ensemble de l'Europe a quand même pas été à la hauteur. Et que le pays qui a été le plus à la hauteur a aussi du mal, finalement, à faire face, parce que l'Allemagne a été parfaite quelques mois l'année dernière, même presque trop parfaite, et que finalement, aujourd'hui, on voit la réaction dans l'opinion, dans une opinion publique, parce qu'il ne faut pas non plus voir il y a la question de l'asile, il y a la question de la protection, mais il y a la question de la surveillance des frontières, qui est une question importante, qui est différente de la question de l'asile. Il ne s'agit pas de prendre les demandeurs d'asile comme un terroriste potentiel, mais il s'agit de se dire que ceux qui veulent du mal en Europe peuvent utiliser les flux, peuvent utiliser les réfugiés pour attaquer l'Europe. Il ne s'agit pas de faire de stigmatisation. Il s'agit simplement de se dire qu'on a besoin de contrôler les frontières correctement. Et que si, effectivement, on considère qu'on a besoin d'avoir une politique d'asile, cette politique d'asile, elle doit être généreuse, on doit reconnaître des droits, sans avoir de demander aux gens de traverser la mer et de risquer leur vie et celle de leurs enfants. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas être très précis et très concret sur la surveillance des frontières. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne n'a pas été parfaite. Et on voit bien aujourd'hui les débats qu'il peut y avoir sur le renforcement de la zone Schengen. Parce que être crédible en termes de capacité de recevoir des réfugiés, c'est aussi être capable de surveiller correctement les frontières. De ce point de vue-là, en France, on a évolué. Je ferai quand même une remarque sur Calais encore, c'est qu'il n'y a pas d'attractivité de la Grande-Bretagne, contrairement à ce que les gens pensent en France. Il n'y a pas d'attractivité de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne prend a 2 fois moins de demandeurs d'asile que la France. Il y a simplement le fait qu'effectivement, il y a des familles, il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui, comme l'Afghanistan, le Pakistan, ont des communautés en Grande-Bretagne capables d'accueillir un certain nombre de personnes, et que par conséquent, il y a des familles déjà, donc il y a des gens qui veulent aller en Grande-Bretagne. Mais il y a beaucoup plus de ceux qui sont à Calais, des mêmes nationalités, il y en a beaucoup plus qui sont reçus en Suède,
qu'ils soient reçus en Grande-Bretagne. Finalement, la Grande-Bretagne n'est pas un pays, quand ils nous regardent en disant écoutez, si vous avez un problème à Calais, c'est parce que vous n'êtes pas attractif, ils ne veulent pas rester chez vous, de venir chez nous parce que nous, on est le meilleur pays de la Terre. Ce sont peut-être très bien les Anglais ou les Britanniques. Ceci étant, de ce point de vue-là, ils ne sont pas plus attractifs que nous. Donc on n'a pas de complexe à avoir. Mais, voilà, il y en a qui veulent y aller, et il s'agit de reconnaître leurs droits, alors soit en leur disant qu'ils peuvent faire une demande d'asile en France, et quand il s'agit des enfants, d'être aussi capable, lorsqu'il y a de la famille en Grande-Bretagne, de leur permettre d'aller vers la Grande-Bretagne. Sans jouer au ping-pong, comme on le fait depuis la semaine dernière, entre la France et la Grande-Bretagne sur la question des enfants, ça c'est indigne. Il n'y a aucune raison de dire que c'est la Grande-Bretagne qui doit tous les prendre, parce que s'il y a des enfants dans un pays qui ont besoin d'une protection, même s'ils veulent aller en Grande-Bretagne, c'est d'abord à la France de les protéger. Et ça, je crois que de ce point de vue, moi j'ai refusé. Il y a eu un appel qui a circulé au niveau des parlementaires la semaine dernière pour dire qu'il fallait qu'on fasse la leçon à la Grande-Bretagne et qu'ils prennent tous. Moi je suis désolé, oui, il faut que la Grande-Bretagne prenne tous ceux qui ont des attaches. Si elle en prend plus, c'est bien. Mais en tant que Français, c'est notre rôle et notre devoir que d'être capable de protéger tous les enfants qui étaient à Calais. Et si effectivement la Grande-Bretagne peut nous aider, parce qu'il y en a un certain nombre qui en vertu d'un certain nombre de traités, elle doit pouvoir prendre, qu'elle le fasse. Mais on ne va pas leur faire la leçon. Bon. Sur ce point, la situation aujourd'hui en Europe montre que le principe de Dublin, qui était celui du pays de première entrée, doit être revu. On doit pouvoir avoir une répartition plus solidaire entre nous. Finalement, un peu comme ce qu'on a mis en place en France quand on a mis en place le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire finalement se dire quand il y a une personne qui demande l'asile en France, c'est la France qui va décider où dans le pays elle va aller. Au niveau européen, ça doit être à peu près pareil. On doit pouvoir aussi garantir que, suivant que vous faites votre demande en Lettonie ou au Portugal ou en Italie, vous avez une chance à peu près identique de recevoir une réponse de même nature. Parce que si on vous envoie de manière autoritaire dans un pays et que, en fonction du pays dans lequel on vous envoie, vous avez une chance ou vous n'en avez pas de recevoir la demande, ça ne va pas. Ensuite, il faut qu'il y ait la liberté de circulation dans l'ensemble de l'espace Schengen et dans l'ensemble de l'Union européenne pour tous ceux qui sont reconnus comme étant protégés. Parce qu'il faut distinguer la phase d'analyse du dossier de la phase, une fois que vous êtes protégé, la capacité d'intégration, la capacité de trouver du travail. Oui, tant qu'on doit étudier un dossier, on peut vous dire de manière autoritaire qu'il faut aller à tel endroit, parce que c'est là qu'on va vous s'occuper de votre dossier, qu'on va vous étudier on va étudier votre situation. Mais à partir du moment où la situation est étudiée et conduit à dire oui, vous avez droit à une protection, alors la personne, elle doit pouvoir s'intégrer. Et si elle doit pouvoir s'intégrer, il faut qu'elle puisse trouver du travail. Et à partir du moment où elle est dans un espace où il y a liberté de circulation pour les ressortissants européens, il faut qu'elle puisse avoir les mêmes. Et ça, de ce point de vue-là, c'est une évolution qui mériterait d'être enregistrée, parce que aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça, c'est un point, c'est un point important, et je crois que au niveau européen, il y a besoin d'évoluer de ce point de vue-là. Moi, je milite aussi pour que Dublin évolue, pour qu'il y ait plus de répartition solidaire, mais aussi pour qu'à partir du moment où on constate que ça doit être une politique commune, ça doit être une politique qui doit être financée par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est financé par les budgets nationaux. Bon, c'était auparavant des politiques nationales. À partir du moment où on se rend compte que, compte tenu de l'espace de libre circulation, du fait que la situation précédente n'était pas tenable, à partir du moment où vous avez un trop grand nombre de demandeurs d'asile, il faut que ce soit le budget européen. Ne serait-ce que parce que vous ne pouvez pas mettre à égalité la Grèce et l'Allemagne en termes de capacité de financement de l'asile. D'abord parce qu'on demande beaucoup aujourd'hui à la Grèce. Il y a plus de 50 000 personnes qui sont bloquées aujourd'hui en Grèce depuis la fermeture de la route des Balkans. Il n'est pas logique que ce soit au budget grec de supporter ça. La Grèce aujourd'hui paye plus, sur son budget des coûts supérieurs à ce que la France a en termes d'accueil
des personnes, des réfugiés. Et c'est normal compte tenu du nombre. Mais ceci dit, c'est pas logique que ce soit la Grèce toute seule qui paye. Et si on demande à un pays comme la Hongrie, qui n'est pas non plus un pays très riche, d'accueillir des demandes d'asile, il vaut mieux que ce soit financé par l'Union européenne. Donc moi je milite pour cette évolution-là. Hein, d'une manière générale d'ailleurs, le budget européen, il représente 1% du PIB européen. Aux États-Unis, le budget fédéral c'est 23%, je ne sais pas combien c'est au Canada, mais voilà, c'est très très faible. Et à partir du moment où il y a des politiques qui doivent être notamment des politiques communes, parce que de toute façon elles devraient être intégrées, parce que si elles ne sont pas bien intégrées, elles ne fonctionnent pas, eh bien il faut qu'elles soient financées du budget européen. Quitte à faire des choix en termes de fonds de cohésion, de diminuer un certain nombre de choses, mais d'être capable d'avoir une politique d'asile la plus homogène possible, la plus convergente possible, et qui soit financée par le budget européen. Parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'opinion publique européenne est très inquiète. Il y a eu la question de la conjugaison du terrorisme, des attentats terroristes de l'année dernière, de l'évolution du nombre de réfugiés, font qu'il y a un amalgame systématique qui est fait. Et ça, c'est très difficile à contrer. Ça oblige la réponse, elle doit être une meilleure sécurisation des frontières, mais en même temps, elle doit passer par finalement une explication, une pédagogie sur le fait que les personnes qui sont recueillies sont des personnes qui sont à besoin de protection. Et de ne pas faire d'amalgame sur... Parce que c'est là où il y a le risque. Et c'est là où, finalement, on risque d'oublier ce que c'est que l'asile. C'est si on parle de crise migratoire. Il ne faut pas parler de crise migratoire. Oui, compte tenu de la situation climatique, de l'évolution de la circulation de l'information, du niveau d'éducation globale dans le monde, il y a beaucoup plus de capacité et de volonté de migrer aujourd'hui qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai. D'ailleurs, les plus grandes migrations, elles se font sud-sud, elles ne se font pas sud-nord. Et c'est pas, une fois qu'on a dit ça, qu'on doit faire un amalgame global entre le droit d'asile, les menaces sur le droit d'asile, et la constatation du fait qu'effectivement, les phénomènes migratoires sont des phénomènes qui ont probablement tendance à être durablement plus importants. La question du droit d'asile est quand même très très spécifique. Ça n'est pas tous les phénomènes migratoires. Il faut essayer d'éviter de faire l'amalgame entre les deux. Même si c'est parfois difficile. Et en particulier, ça peut être compliqué pour des personnes qui ne sont pas des réfugiés, dits réfugiés politiques ou en demande de protection selon la Convention de Genève, mais ce qu'on peut demander, ce qu'on peut considérer comme étant des réfugiés climatiques, par exemple, qui ont effectivement aussi besoin d'une protection. Ça fait partie aussi des sujets à l'avenir. Parce qu'il y a plus de personnes qui vont bouger au cours d'une année compte tenu d'un événement, j'allais dire, climatique ou d'une catastrophe naturelle, que pour des raisons politiques. Mais ces personnes, quoi qu'il arrive, ne sont pas éligibles à la Convention de Genève. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui voudraient qu'on établisse une convention pour protéger les réfugiés climatiques. Et en soi, ce n'est pas illégitime. Ceci étant, moi je fais deux remarques à ça. Il y en a beaucoup plus que des réfugiés qui sont en demande de protection politique. On n'arrive déjà pas à faire face correctement à la demande de protection politique. Et ce qu'il faut établir, et deuxièmement, la question des réfugiés climatiques. S'il y a un événement à un moment donné, un tremblement de terre par exemple, là c'est pas climatique, mais c'est une catastrophe naturelle. Mais on constate aussi, quand on fait des statistiques, qu'il y en a plus, finalement il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui ont des effets de plus en plus importants. Avec des millions de réfugiés tous les ans.
si on commence, alors qu'on n'arrive pas à faire correctement vivre la Convention de Genève, l'élargir de cette manière-là, je crains qu'on ne la dilue totalement, la Convention de Genève. Et deuxièmement, en ce qui concerne les réfugiés climatiques, il y a l'événement donné à un instant T d'une catastrophe qui se passe au moment T+1, avec un besoin de partir. Et puis il y a les évolutions, j'allais dire, plus continues, mais qui, en 15 ans, en 20 ans, en 25 ans, vont faire qu'un territoire qui était vivable, économiquement vivable, où on pouvait, sans avoir trop se nourrir, vivre, avoir une activité économique, qui devient progressivement, c'est-à-dire sans catastrophe naturelle, discrète à un moment donné, devenir un territoire beaucoup plus compliqué à vivre. Et ça, vous allez faire quoi? Réfugiés climatiques, ou vous allez mettre ça dans les réfugiés économiques, dans les personnes qui veulent partir pour le réfugié. Donc il ne faut pas nécessairement être contre, mais aujourd'hui je ne pense pas qu'on ait une solution facile ou même évidente à tous les besoins de migration qui peuvent s'exprimer. En général, la compassion assez naturelle des gens fait que pour une catastrophe naturelle immédiate, on essaye de répondre au mieux possible. Je ne suis pas sûr qu'une convention changerait quoi que ce soit. De toute façon, aux capacités de réaction dans l'immédiateté. Et sur le plus long, moi j'ai beaucoup de doutes. J'ai tendance à penser qu'il faudrait plutôt aujourd'hui s'arc-bouter sur la défense de l'asile, sachant qu'aujourd'hui il y a des conceptions, je parlais de l'identité, de l'orientation sexuelle, je pouvais parler de l'excision, il y a un certain nombre de choses qui méritent aussi de la pédagogie dans les pays d'origine pour éviter ce genre de choses. Qu'il y a aussi un peu le paradoxe, je parlais tout à l'heure d'avoir besoin de répondre rapidement aux demandes. Sauf que quand vous êtes traumatisé, c'est pas immédiat non plus de répondre en 2 jours à des choses qui vous ont traumatisé. Donc il faut être rapide, mais en même temps, il faut être à l'écoute des gens qui ont besoin d'être protégés. En tout état de cause, moi j'ai tendance à penser que par rapport à toutes les autres raisons qu'il peut y avoir de vouloir quitter un pays, la Convention de Genève, qui établit le droit d'asile, doit rester spécifique par rapport à toutes les autres raisons. Même s'il faut réfléchir à la manière de traiter ceux qui doivent migrer pour des raisons climatiques. La deuxième chose, c'est de bien montrer aux gens que quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays en termes d'intégration de personnes qui sont venues de la main-d'œuvre étrangère et des générations qui suivent, ça n'est pas la même chose que de protéger des êtres humains qui n'ont plus de droit dans le pays dans lequel dont ils ont la nationalité ou dont ils avaient la nationalité. Et ça, c'est absolument fondamental. Ne jamais non plus remettre en cause le droit au rapprochement familial. Parce que finalement, c'est un peu ce qu'on fait avec l'accord avec la Turquie. L'important, c'est que lorsque vous avez, dans tous les cas, si vous voulez que l'intégration se passe bien, si vous voulez reconnaître les droits, il faut pouvoir reconnaître le droit à vivre en famille. Si vous avez reconnu la protection à quelqu'un dans une famille, les principes de la Convention de Genève devraient, conjoints et enfants mineurs, doivent être protégés. Donc ça doit être des choses qui sont absolument indispensables. Ne pas tomber non plus dans la volonté d'imaginer que c'est par nationalité, c'est-à-dire que tous les Syriens aujourd'hui sont protégeables, mais que, par exemple, aucun Albanais ne l'est. Non. Le droit d'asile est toujours individuel. C'est pour ça que ça demande un minimum de temps, l'étude du dossier. C'est pas parce qu'une personne va vous montrer un passeport syrien que tu as droit à être protégé. Je vous disais, aujourd'hui, il y a encore des milliers de visas de ressortissants syriens qui vont faire des demandes à Beyrouth et qui reviennent en Syrie derrière. Donc c'est des cas individuels. Il faut que ce soit traité comme tel et reconnu comme tel.
Donc ne pas considérer que c'est parce que vous avez telle nationalité que vous avez droit ou pas droit à être protégé aujourd'hui. Et tout ça demande des moyens que pas tous les pays peuvent avoir. Et que les pays, comme la France en particulier, je pense que le Canada aussi, qui ont une tradition et des moyens pour le faire, doivent aussi les faire partager avec ceux qui, je pense à certains pays européens qui n'ont aucune expérience en la matière. Et je pense pas nécessairement, enfin, je pense en particulier aux pays baltes, qui ne sont pas rentrés dans la logique Orban, refus de réfugiés, amalgame, etc., mais qui n'ont jamais fait, qui voudraient bien en prendre une petite partie, mais qui n'ont aucune expérience, donc ils savent même pas comment former l'officier de protection qui va recevoir le demandeur d'asile. Ils ne connaissent pas tout ça. C'est des choses qui n'ont jamais faites. Et donc, finalement, si on veut faire vivre la demande d'asile, il faut que les pays qui ont ces traditions n'aient pas peur et fassent attention à ce que j'indiquais auparavant, mais considèrent aussi que les pays qui ne sont pas dans ces traditions-là jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui pourraient accueillir, les accompagner pour qu'ils deviennent aussi des pays qui soient capables d'accueillir des demandeurs d'asile. Parce qu'on ne pourra pas faire face à... Et quand je vois le travail que font l'OFPRA en France pour l'accueil et aussi en Grèce, je me dis que quelle que soit l'attractivité de notre pays aujourd'hui en termes de demande d'asile, nous avons en France une expérience et une compétence sur le sujet qu'il est aussi important de faire partager. Parce qu'il y a des pays qui pourraient faire plus, mais qui ne savent pas comment faire plus. Et en même temps, au niveau des responsables politiques, ne pas prendre l'opinion publique pour plus bête qu'elle ne l'est. Elle est capable de comprendre un discours humaniste. Elle est capable de comprendre qu'il faut accompagner, et elle se rappelle, parce qu'on en a finalement recueilli beaucoup, des personnes qui fuyaient le Chili de Pinochet, Pol Pot, ou d'autres horreurs. Et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, ces personnes sont reconnaissantes à la France de les avoir accueillis et sont français comme les autres Français, même peut-être au-delà, parce qu'ils ont toujours la mémoire de cette reconnaissance, de la protection qui leur a été donnée. Et que c'est donc un enrichissement et une force pour le pays, qu'il faut toujours voir ça de cette manière-là. Et continuer à avoir ce discours-là vis-à-vis de l'opinion publique. Mais aussi, et je le disais, c'est la contrepartie, c'est la condition aussi, ne pas permettre à ceux qui veulent faire peur à l'opinion publique les amalgames avec le risque terroriste et les risques de sécurité. Et ça passe aussi par, en ce qui nous concerne en Europe, par finalement la capacité de mieux maîtriser les entrées et les sorties à la frontière Schengen, d'être capable de mieux contrôler les frontières. Non pas pour que ce soit un espace fermé, mais un espace contrôlé. Et trouver les moyens pour soulager les pays qui sont, quand je pense à la crise syrienne, autour de la Syrie, parce que ce que je crains le plus, c'est que si on ne trouve pas le moyen de soulager ces pays évoluent avec la capacité de provoquer de nouvelles crises. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Oui, ils ont été exemplaires quand ils ont finalement, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, pris plus de 2 millions de réfugiés de Syrie. Mais regardez depuis l'évolution politique du pays. Et cette évolution-là, on en a pour 10 ans de situation inquiétante aux frontières de l'Europe, de situation inquiétante pour les droits en Turquie. Et ça, même si c'est pas que la crise syrienne qui l'a provoqué, il faut voir que on a aujourd'hui une situation en Turquie qui pourrait demain nous conduire à devoir
reconnaître la protection à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Kurdes, de Turcs, qui seraient persécutés par le régime. Voilà. Et ça, bon, il y a des moments où on ne pourra peut-être pas le faire. Il faudra le faire, si c'est nécessaire. Mais c'est quand même mieux d'éviter ce type d'évolution. Donc, tout faire pour éviter finalement une déstabilisation, pire encore que ce qu'on constate aujourd'hui en Syrie. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce dossier de l'asile, qui est vraiment un dossier pour lequel c'est des principes qui sont issus de finalement les pires horreurs qui sont sorties de la tête des Européens au XXe siècle. Et si c'est les Européens qui oubliaient de respecter finalement le droit qu'ils se sont eux-mêmes donné pour éviter de retomber dans les heures les plus sombres de leur histoire, je crois qu'on serait vraiment au début du nouveau drame, il faut absolument l'éviter. Oui. Qu'en pense le fils d'un immigré espagnol de régime Franco? Pardon? Qu'en pense le fils d'un immigré espagnol du régime Franco? Oui. Écoutez, c'est toute la question de la responsabilité politique. Est-ce qu'on prend l'opinion publique pour qui elle n'est ou pas? J'ai la conviction que le catalan auquel vous faites référence, dans le fond, partage tout ce qu'on a pu échanger, tout ce qu'on a pu dire ici. Mais qu'il pense que l'opinion publique ne peut pas écouter ça aujourd'hui, ne peut pas le comprendre. Sauf que si vous posez comme principe qu'elle ne peut pas le comprendre, vous ne savez à rien. Vous ne savez à rien. Parce que si le responsable politique n'est pas là pour finalement dire où il veut aller et ce qu'il veut faire, mais ne fait que suivre ce qu'il craint des pires instincts de l'opinion publique, alors il ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas avoir honte de ses idées. Le pire, c'est que je suis convaincu qu'il pense pareil. Je ne l'ai plus testé. Enfin, j'ai vu sur droits des étrangers, etc. J'ai eu des échanges avec lui sur un certain nombre de projets de loi qui sont passés au cours de ces dernières années. Je ne vais pas vous dire qu'individuellement, il ne pense pas pareil que nous. Sauf que quand il est devant l'opinion publique, quand il est plus là, il pense tout de suite que l'opinion publique, elle attend des choses qui sont fermes. Ben, on peut dire des choses fermes sur... on peut être résolu sur les questions de sécurité et refuser les amalgames. Et ne pas avoir à s'excuser de ne pas avoir les mêmes idées que le Front National. Parce que si vous vous excusez de ne pas avoir les mêmes idées du Front National, prenez-les, les idées du Front National, si vous n'êtes pas convaincu que les vôtres sont meilleures. Et si on pense que les vôtres sont meilleures, alors il faut les afficher. Et alors, c'est vrai, si vous prenez l'opinion publique trop brutalement, c'est-à-dire si vous sentez que l'opinion publique pense A et vous lui dites le contraire, parce que vous êtes convaincu du contraire, et que vous le faites de face de manière clivante, ça ne va pas être efficace. Mais si vous faites rien, ou si vous l'accompagnez dans ses errements, ou si vous suivez les sondages, ça ne va pas marcher, parce que vous ne savez à rien. Et c'est vrai que, honnêtement, aller faire la leçon à Munich, à Angela Merkel, sur l'attitude de l'Allemagne, c'était peut-être un peu déplacé. Comme a répondu Angela Merkel, vous savez, avant 1989, il y avait encore plus de frontières, elles étaient bien tenues. Mais est-ce qu'on veut vraiment retourner à cette période-là? Il n'y a pas... voilà. Je crois que l'Allemagne a aussi parfaitement intégré voilà son histoire, cette séparation jusqu'en 89 entre l'Est et l'Ouest. Et il ne faut pas être naïf non plus.
probablement en Allemagne, compte tenu de la démographie, c'est sûr que elle peut regarder, et compte tenu de sa situation de l'emploi, elle peut regarder avec un peu plus de capacité que la France. Sa capacité aujourd'hui, elle a une capacité d'être généreuse qui est probablement plus grande que celle que nous on a en France. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas l'être. Et puis si on a besoin d'un peu de force, on ne va pas commencer à avoir peur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un défi européen de créer un véritable droit d'asile européen? Parce que c'est un peu déchirant quand on est d'origine française, que l'on vit au Canada depuis 30 ans, et de vous écouter avec attention, parce que le droit d'asile au Canada, il est canadien. Le droit d'asile aux États-Unis d'Amérique, il est américain. Et alors là, c'est la primauté des États-nations, vous avez dit, si on se pose quelque part, c'est terminé. Si on accepte qu'elle est, et la gentillesse française, ben on ne pourra plus aller en Grande-Bretagne. C'est clair que, pour moi, en fait, c'est toute la construction européenne, elle est comme ça. On a fait un certain nombre de choses, on n'a jamais assumé les conséquences de nos choix. Tout ça, ça date de Schengen. C'était une bonne idée, finalement, de s'appuyer sur l'Union européenne, et qu'entre les pays qui le souhaitent, dans l'Union européenne et un petit peu au-delà, de dire il y a une liberté absolue de circulation. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'on ne peut pas traiter la demande d'asile de manière totalement nationale. Donc on a créé le fichier Eurodac, où lorsque vous faites une demande d'asile dans un pays, on vous prend vos empreintes digitales, et que si vous faites après une demande dans un autre pays, on va reprendre vos empreintes digitales, on va s'apercevoir que vous avez déjà fait une demande dans un autre pays, et par conséquent on vous dira non, vous êtes éligible dans le deuxième pays. Et on vous met aussi, quand on vous prend en situation irrégulière dans un pays de l'Union européenne, on vous met dans le même fichier de manière à finalement être capable de savoir par où vous êtes passé et qui est responsable de ça. C'est bien d'avoir fait ça. Le problème, c'est que tous les pays ne sont pas égaux face à ça, et qu'effectivement, on est resté au milieu du gué. Mais c'est vrai, sur l'asile et sur la sécurité, on est au même point. C'est-à-dire que finalement, on a construit une zone Schengen sur une planète de bisounours. Et que ça a tenu jusqu'en 2012. Ça marchait, parce que bon, c'était à peu près cohérent. On disait, bon, allez, il y a une liberté de circulation interne, et chaque pays est responsable de sa part de frontière extérieure. Et ça tenait. On savait qu'il y avait des pays qui ne respectaient pas tout à fait. Mais comme on savait qu'ils étaient en situation plus délicate parce qu'ils avaient un peu plus de boulot à leurs frontières, on acceptait, et on savait très bien que s'il y avait quelqu'un qui était passé par la Grèce, mais qu'il allait faire une demande d'asile en France, on n'allait pas renvoyer en Grèce. Bon. Mais comme tout ça c'était acceptable, on disait rien. Et puis c'est devenu intenable en 2015. Et à partir de là, effectivement, il faut passer de la logique nationale à une logique complètement fédérale, entre guillemets. Mais vous voyez bien les états des opinions publiques aujourd'hui en Europe sur le sujet. Malheureusement, s'il y a un responsable politique qui va vous dire aujourd'hui la politique d'immigration et la politique d'asile elle est complètement européenne, vous voyez le tollé. Mais on fait quand même des choses. Parce que si vous regardez depuis 2 ans, on a fait évoluer le contrôle des frontières, le rôle de Frontex, avec une capacité de faire garde frontière, une capacité d'intervention directe, là où on pense qu'il y a des pays qui sont un peu déficients. Et en même temps, sur l'asile, avec les processus de relocalisation qui ont été mis en place, même s'ils n'ont pas été efficaces pour le moment, il y a un certain nombre de coopérations qui se mettent en place. Tous les équivalents de l'OFPRA dans l'ensemble de l'Union européenne travaillent aujourd'hui et sont présents en Grèce. Parce que c'est là qu'on a besoin de monde. Mais c'est vrai qu'à la sortie, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que ce soit une politique qui soit financée par le budget de l'Europe. C'est l'Union européenne qui doit donner l'asile, aujourd'hui. C'est plus tel ou tel pays. De toute façon, les gens, ils arrivent par l'Italie et par la Grèce. Ils ne vont pas arriver par le Luxembourg. Bon. Donc, ils arrivent par l'Italie et par la Grèce. D'ailleurs, je vais vous dire, est-ce qu'il faudrait vraiment qu'ils arrivent par l'Italie et par la Grèce? Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus logique quand même
On le fait, mais à epsilon. Qu'on reconnaisse, ou qu'on ait des moyens de reconnaître la possibilité pour des gens qui restent en Jordanie, qui restent au Liban, qui restent en Turquie, pour, je pense, Syriens, d'avoir une protection en Europe sans avoir besoin de prendre le Zodiac pour traverser la Méditerranée. Parce que c'est quand même ça le scandale. Le scandale, c'est que quand vous avez un père de famille qui est arrivé en Allemagne, que la mère et l'enfant, quand elles sont en Turquie, elles doivent prendre le Zodiac pour arriver à Lesbos. Ça, c'est inacceptable. À partir du moment où vous avez déjà une partie de la famille, pourquoi est-ce qu'on accepte encore ce genre de situation? Pourquoi est-ce qu'on met pas en place de manière plus systématique? On a quoi? On a peur de quoi? De l'appel d'air? De ça? C'est ridicule. Au contraire, vous savez, je pense que dans la question de l'intégration, j'ai aidé il n'y a pas très longtemps une personne à avoir son titre de séjour en France. Et il est en France depuis 6 ans. Il a une fille de 6 ans. Il ne l'a jamais vue. Parce que, bien entendu, s'il rentrait en Guinée, il n'aurait jamais pu retourner en France. Donc il n'a jamais vu sa fille, sauf par Skype. Mais son projet de vie, c'est de s'intégrer en France. Il sera un Français parfait. Mais sa fille de 6 ans, si elle met encore 3-4 ans avant de venir en France, ouais, à 18 ans, elle sera française. Mais elle aura quand même dans son souvenir qu'elle est d'une nationalité d'un pays qui a mis 10 ans à lui reconnaître des droits en France. Je crois que c'est pas comme ça qu'on arrive à faire une intégration. Donc, c'est la même chose pour les demandeurs d'asile. Si vous avez déjà une partie de la famille qui est en Europe, avoir des voies robustes, fiables, rapides, qui permettent d'éviter de prendre des Zodiacs et de risquer sa vie, c'est quand même mieux. Et tout ça, effectivement, il faut absolument le faire. De ce point de vue-là, l'agence Frontex et nouvelles compétences en termes de sécurité, c'est une petite avancée. En termes d'asile, on en est loin. Moi, je milite, d'une part, pour qu'il y ait un financement européen bien plus important. Parce que vous ne pouvez pas demander à la Hongrie, quel que soit ce que je pense du gouvernement Orban, de financer de la même manière que l'Allemagne. Les demandeurs d'asile, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes niveaux de vie, et le budget des États n'est pas du tout le même. Donc il faudrait mieux, si on veut que ce soit une politique européenne, qu'elle soit financée par l'Europe. Et deuxièmement, si ensuite, il faut au minimum, dans un premier temps, qu'il y ait une assurance que quel que soit le pays qui instruit votre demande, comme ça se fait d'ailleurs en Allemagne, où il y a des compétences par l'Inde, que l'instance d'appel vous garantisse que ce soit une demande qui est faite en Lettonie ou au Portugal, vous avez la même chance d'obtenir l'asile. C'est-à-dire finalement d'unifier au moins la procédure d'appel. Il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Ça bouge petit à petit, mais c'est toujours plus lent que la nécessité. Et de ce point de vue-là, le vrai risque, il est que dans un certain nombre de pays, qui ne sont pas aussi accrochés que la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, au droit d'asile, ou l'Italie. Et là, j'ai oublié de rendre hommage quand même en Italie à la position de l'Église, parce qu'il y a quelques années, l'Italie était quand même assez frappée par la xénophobie. Et le rôle de l'Église catholique en Italie a été très utile et très productif ces dernières années, justement pour revenir à quelque chose de beaucoup plus ouvert et un esprit d'accueil qui n'y avait pas il y a quelque temps. Oui. Oui, d'abord je tiens à vous remercier beaucoup, je suis très content d'être venu parce que votre perspective européenne me soulage beaucoup de ce qu'on vient de vivre pendant un an suivant la campagne de Trump aux États-Unis. Ça fait vraiment un contraste qui me rappelle mon enfance. Et je suis aussi très séduit par votre volonté de mettre les choses au niveau européen, évidemment pour ne pas faire payer la Grèce et l'Italie de tout ce qui se passe, des événements qui ne dépendent pas que de ces deux pays-là. Donc je suis pour cette internationalisation ou supranationalisation au niveau européen d'abord. Mais vous avez souligné au début de votre exposé que les pays
d'où venaient les réfugiés étaient surtout les pays qui avaient été récemment envahis d'une façon ou d'une autre par les intérêts ou américains ou combinaisons disons de l'OTAN. Et je suis curieux, je me demande pourquoi. D'abord, c'est une grande question sur l'ensemble des politiciens français et surtout la gauche, qui depuis Jaurès n'est plus vraiment l'international socialiste, mais reste dans un cadre très national. Et heureusement, des personnes comme vous l'ouvrent à l'Europe, mais c'est pas. Ça me semble qu'il y a un grand écart entre la pensée de certains philosophes français ou penseurs français, je pense à Morin ou des Allemands, Ulrich Beck et d'autres, etc., qui eux ont une vision européenne et même mondiale, et qu'on ne trouve plus du tout dans la politique française. Le seul que je vous parlais d'instance mondiale de gérance, c'est Nicolas Hulot. Et puis il est toujours en vacances depuis Jacques Tati. Voilà, les vacances de M. Hulot. Mais c'est le seul qui évoque cet aspect-là. Et donc je me demande pourquoi on n'applique pas l'OTAN, puisque finalement c'est l'OTAN qui intervient. Pourquoi pas, n'y aurait-il pas dans les traités qui sont signés entre l'Europe et le Canada, une clause sur le partage des réfugiés, équitable. Et pourquoi pas avec les États-Unis s'ils veulent s'y mettre. Remarquez si c'est Trump qui est venu. Bah, déjà, on a du mal avec... alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui, en France, étaient dans les débats entre l'élargissement de l'Europe et l'approfondissement de l'Europe, parce que c'était des débats très français, mais je ne pense pas que... En général, quand on approfondit, quand on élargit, parce qu'on a le courage de faire les deux, quand on n'a pas le courage de faire l'un, on ne fait pas l'autre. Bon, si je le dis, c'est pas parce qu'il ne faut pas élargir ou voilà, mettre avec le Canada, mais on a déjà, de ce point de vue-là, je pense que bon, déjà... Sur le plan commercial. Sur le plan, ouais, mais déjà, sur le plan asile, parce que c'est deux choses... Enfin, c'est quand même... C'est pas encore le marché unique, hein, le CETA. Hein. C'est un pas, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Peut-être que ce sera... Il y a l'avenir de la Grande-Bretagne. Bon, hein. En tout état de cause, il y a la Convention de Genève. C'est vrai que quand on est face à une situation telle qu'on a aujourd'hui, en termes de besoin de protection sur la planète, parce que là moi je vous ai parlé de ce qui est aux frontières de l'Europe, et de ce qui est évident, c'est-à-dire la Syrie. Mais je vous parlais de la Syrie, mais en réalité il n'y a pas que la Syrie, il y a l'Érythrée, il y a la Somalie, et puis il y a des choses qui échappent totalement à nos radars, aux vôtres comme aux vôtres, peut-être pas. Peut-être plus c'est ce qui peut se passer entre le Bangladesh et la Birmanie, où à la fois il y a des réfugiés climatiques, mais il y a aussi la question des musulmans de l'Est, de l'Ouest de la Birmanie, et ce qui peut se passer en Asie du Sud-Est. Il y a des situations qui peuvent échapper complètement à ce qui se passe en Colombie, où il y a eu aussi besoin de protection pour un certain nombre de Colombiens. Heureusement ça se calme malgré le référendum, mais voilà, il y a des endroits où il y a besoin de protection. Or, là je vous ai vraiment parlé que du Moyen-Orient, et je crois que tous les pays qui sont aujourd'hui en capacité d'être des pays d'accueil qui renforcent et le principe de la demande d'asile, et qui réfléchissent d'ailleurs hein, à la question des réfugiés climatiques, parce qu'il faut quand même se la poser. Hein, parce que souvent ces pays-là sont aussi des gens qui sont quand même, qui sont majeurs aussi, qui sont des pays qui comptent en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc il faut aussi se poser cette question-là. Qu'il y ait plus de coordination entre eux, oui, bien entendu, peut-être qu'il faudra. Mais attention, si on a une politique commune en Europe, c'est parce qu'on est dans un espace de liberté de circulation. Je ne serais pas nécessairement favorable à ce que le monde occidental, entre guillemets, ait une politique d'asile commune. Ça sera autre chose. Ça sera autre chose. C'est pas pareil. Il ne faudrait pas que l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, par exemple, se mettent à dire écoutez, maintenant les demandes d'asile, on traite tout ça ensemble. Sur le plan politique, ça serait différent. En Europe, ça a sa cohérence, parce qu'on a une liberté de circulation. Que chaque pays développe, compte tenu du contexte mondial, sa capacité d'accueillir, c'est super. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont aussi en capacité d'accueillir, qui pourraient le faire un peu plus. Le Japon,
l'Australie, un certain nombre de pays d'Amérique latine pourraient en faire un peu plus. Bon. Mais il faut, en tout état de cause, voilà, je pense que de ce point de vue-là, il ne faudrait pas, si on le fait, intégrer plus en Europe, ça a un sens compte tenu de la liberté de circulation qui existe. C'est pas tout à fait la même chose à côté. Même si de ce point de vue-là, effectivement, il vaut mieux regarder les choses de manière mondiale. Parce qu'à la base, finalement, la demande d'asile, c'est la reconnaissance qu'un individu, il est d'abord citoyen du monde. C'est ça, finalement. Et que peu importe la nationalité qui vous est tombée du ciel, mais on reconnaît à l'individu, quel que soit le choix qu'il fait par rapport à l'endroit d'où il part, d'avoir sa trajectoire, sa liberté, et de ne pas être persécuté pour ça. Donc c'est profondément internationaliste. C'est la base. Combattant de la liberté partout. Capacité de s'émanciper de l'endroit d'où on vient. Et d'être reconnu comme individu, et d'avoir le droit d'être reconnu comme individu ailleurs. C'est ça. Et donc c'est important de le protéger. Il y a quelque chose que je n'ai pas beaucoup évoqué, parce qu'en étant sénateur des Français de l'étranger, c'est une raquette un peu trouée. Là, c'est l'accueil de manière un peu concrète des réfugiés. Ce que je dirais, c'est que ça dépend après beaucoup. Enfin, il ne faut surtout pas en faire un enjeu politique. Enfin, il ne faut pas faire ce qu'a fait Laurent Wauquiez en France. Moi, j'ai constaté, par exemple, on a 80 000 demandes en France cette année. C'est la moitié, c'est 2 fois plus que la Suisse. La Suisse, c'est pas 10 millions d'habitants. La Suisse, ils n'ont aucun problème pour loger tous les demandeurs d'asile dès qu'ils font la demande. Et ils n'ont pas besoin de demander aux gens d'attendre 3 mois avant de s'enregistrer comme demandeur d'asile. Ça se passe très bien. Polyvalence dans la fonction publique et exceptionnelle coopération entre l'État, parce que c'est une compétence de la fédération, et les cantons. Alors qu'est-ce qu'on constate en France? On constate finalement une opposition entre l'État et les collectivités locales. Et puis il y a un autre problème un peu de travers français, c'est que oui, on a des associations. La CIMAD, Transfert d'asile, Forum Réfugiés, GRS, il y en a beaucoup. Elles font un travail exceptionnel. Et c'est très bien d'avoir des associations qui finalement, même si elles sont payées par l'État, ont une certaine liberté de parole et d'expression et d'action qui font qu'elles ne sont pas des fonctionnaires. C'est bien pour l'accueil, c'est bien pour effectivement s'exprimer lorsqu'il y a des difficultés au niveau des préfectures parce qu'elles ont une certaine liberté. Mais ça n'en fait pas les représentants exclusifs de la société civile. Et c'est la difficulté en France, c'est-à-dire qu'on a des associations qui ont un rôle indispensable sur le plan juridique, elles sont parfaites, etc. Mais elles ne remplacent pas l'ensemble de la population. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire comment faire pour que l'intégration, elle ne se passe pas qu'avec des associations qui vont dire on va faire de l'intégration. Ça se passe par les associations de parents d'élèves quand vous avez par le sport, ça se passe par les associations de parents d'élèves quand vous avez des enfants scolarisés. Enfin, c'est tout le tissu social qui doit accueillir, parce que sinon l'intégration ne se fait pas. Et ça, c'est notre difficulté, c'est une de nos difficultés en France. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je suis assez admiratif sur la manière dont ça se passe actuellement en Allemagne. La mobilisation citoyenne, alors que finalement en France, on a des associations qui sont payées par l'État pour faire ça à la place des citoyens. Je n'ai pas tout à fait répondu sur l'internationalisme, mais c'est vrai que on a partout aujourd'hui, j'allais dire, dans les vieilles démocraties, une tendance complètement paradoxale, parce que c'est un moment où on constate que finalement les enjeux sont les mêmes, les difficultés ne sont pas tellement différentes, que vous avez une partie du champ politique
qui propose, il fait croire à des solutions qui passent par des frontières de papier, qui finalement empêchent simplement la résolution des problèmes. Alors que les difficultés, les enjeux sont finalement pas tellement différents. Et que ça mériterait beaucoup plus d'internationalisme, et qu'au contraire, tout est fait comme si un certain nombre de responsables politiques avaient l'impression que s'il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de pouvoir. Vous avez proposé votre sujet aux décodeurs du monde, parce qu'ils font des papiers qui sont vraiment assez chouettes, et puis la façon dont vous présentez le sujet, ça le décode de façon, enfin pour moi, de façon très constructive et très pragmatique. Je n'ai pas fait de... Non. Et les décodeurs du monde, vous connaissez cette rubrique, les décodeurs du monde? C'est quand même assez suivi, et puis ça fournira un outil pédagogique pour ensuite essaimer, et faire mieux comprendre à la population. Aux lecteurs du monde dans un premier temps. En général, il y a des bons papiers, mais non, j'ai pas. C'est toujours un peu difficile. Vous savez, des fois, on travaille sur un sujet, puis une fois que c'est fini, après, on essaie de développer, mais vous avez raison. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Parce que finalement, on a tendance à réagir au sujet tel qu'on le sent le matin, alors que finalement, les difficultés, elles viennent de loin. Et il faut rester aussi assez précis et assez convaincu que finalement, c'est pas la petite émotion du jour qui doit remettre en cause les principes fondamentaux sur lesquels on a construit depuis 60 ans une base qui permet aujourd'hui d'assurer des droits, même s'ils sont très imperfects, vraiment de manière imparfaite que ça se met en œuvre, qu'il y a de plus en plus de critiques possibles sur le sujet, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher. Et qui permet aussi... Bon, on peut avoir des réactions différentes sur la manière dont les choses se sont passées à Calais, sur la route des Balkans, sur l'attitude de la Hongrie, sur plein de choses, mais que il y a un moment où il faut tomber du bon côté. Même si on peut avoir des émotions partagées. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on est vraiment, à mon sens, sur la question de l'asile, sur une question qui est, pour moi, existentielle par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que la construction de l'Union européenne, si elle n'est pas capable de faire face à cette crise, elle n'a plus de fondement. Je ne vais pas lui dire qu'elle ne mérite pas de vivre, mais elle n'a plus de fondement. Parce que son fondement, c'est ça, c'est plus jamais ce qu'on a vécu au XXe siècle. Construisons la manière de se réguler, de se comprendre, de reconnaître des droits à chacun. Et c'est quand même vraiment une honte absolue de constater qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est plus crédible sur ce plan. Alors qu'on a toutes les capacités de l'être. Parce qu'on a la force de pouvoir aujourd'hui, on pourrait recueillir beaucoup plus. Mais voilà, il faut... Et il ne s'agit pas de dire lui il est méchant parce qu'il ne veut pas. Moi j'ai vécu pendant 20 ans en Pologne, je comprends les réticences des Polonais compte tenu de leur histoire. Mais il faut les accompagner. On a besoin qu'ils tombent du bon côté. Tu as beaucoup parlé de demandeurs d'asile et tu as donné des chiffres. Est-ce qu'il y a une différence entre un demandeur d'asile et un réfugié?
celui qui a le statut de réfugié qui lui est attribué par le Haut Commissariat auprès des réfugiés, où les gens n'ont pas le temps d'avoir ce statut-là quand ils vivent des situations comme en Afghanistan ou en Syrie, et qui suivent le chemin, le parcours vers l'Europe, et qui les amènent par l'Italie, la Turquie, etc. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, d'une part? D'autre part, le monde a donné à l'humanité une réponse institutionnelle en créant le Haut Commissariat auprès des réfugiés. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour que l'Europe, au lieu d'avoir 28 façons ou 29 façons de répondre à la question des réfugiés, ait une instance qui attribue à ces réfugiés, et qui serait une instance qui relèverait de la structure européenne, et qui attribuerait, qui serait une réponse de l'Europe à la condition des solliciteurs d'asile. Donc il y a deux questions, les réfugiés et puis les demandeurs d'asile, et l'autre c'est comment on pourrait régler ce problème de la diversité des réponses qui donne l'image d'une cacophonie bizarre, puis d'une Europe qui se ridiculise face à un mouvement qui devrait au contraire émouvoir l'Europe. Alors, réfugiés et demandeurs d'asile, on est demandeur d'asile et après on est réfugié. Oui, c'est quand ça. on est protégé. Mais attention, le HCR intervient et reconnaît la qualité de réfugié là où il intervient directement, c'est-à-dire là où il a des camps. Il enregistre au Liban quand il a l'autorisation d'enregistrer, parce que maintenant il ne peut plus, donc il fait un enregistrement d'ordre 2 parce qu'il ne peut plus enregistrer parce qu'ils veulent pas qu'on dépasse un certain nombre de chiffres. Enfin, voilà, il enregistre là où il est opérateur direct. C'est pas le HCR qui va reconnaître la qualité de réfugié en France. Non, ça doit être une instance européenne. L'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Et dans chaque pays européen, c'est les instances administratives et judiciaires d'appel qui va reconnaître le statut de réfugié. Donc, il y a le demandeur d'asile et le réfugié, c'est celui qui a le statut. Sauf là où le HCR intervient, où il prend les réfugiés parce qu'ils arrivent. Voilà, c'est deux choses différentes. Le HCR en France intervient dans le cadre de la procédure d'asile. C'est-à-dire que le HCR en France intervient, envoie des personnes qui sont des assesseurs à la Cour nationale du droit d'asile, et fait des formations en plus, et intervient, regarde ce qui se passe, etc. Mais il n'est pas opérateur direct. Sur la question, qui rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure, il faudrait aujourd'hui, l'Europe est au milieu du gué. On a construit finalement un espace qui est exactement le même que les États-Unis ou le Canada ou le Brésil, où on a le droit de circuler à peu près librement, moins depuis un an, mais dans un espace complet. Bon. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la question des convergences des politiques d'asile, elle est posée. Mais la convergence de toutes les politiques d'immigration, elle est posée. Mais quel est le responsable politique aujourd'hui européen qui va aujourd'hui assumer devant l'opinion publique de son pays, devant ses électeurs, que toute la politique d'immigration doit être de compétence européenne? Ça devrait être le cas pourtant, vu la manière dont on est organisé. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc, oui, il faudrait l'assumer. Oui, à mon sens, c'est le rôle des responsables politiques que de dire qu'aujourd'hui, à partir de... on en est même à des points où vous avez plusieurs consulats Schengen qui vont donner les mêmes visas, qui vont donner les mêmes droits et dans les mêmes villes. Vous prenez, vous allez en Turquie ou allez en Égypte. Vous allez avoir tous les consulats de l'espace Schengen pour avoir un consulat au Caire qui va donner les visas. Les mêmes. Et ailleurs en Égypte, il n'y a personne pour donner des visas. Quel est le sens de ça? En Russie, pareil. Vous avez tout le monde à un consulat à Moscou, quelques-uns à un consulat à Saint-Pétersbourg et ailleurs, personne. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France, la Finlande, etc. vont donner les mêmes visas dans plusieurs consulats différents? Est-ce que c'est vraiment logique? Ça devrait être à l'Europe de le faire, de la même manière que l'asile. Sauf que les responsables politiques européens, ça fait 20 ans
qui n'ont pas changé. Mais ça, c'est toute la politique européenne. Depuis 20... Enfin, on vit, mais c'est vrai sur les questions économiques, c'est vrai sur l'euro, c'est vrai sur Schengen. Toute l'architecture qu'on a aujourd'hui, c'est une architecture qui n'était pas une architecture terminée. C'était les dernières audaces d'Helmut Kohl, de François Mitterrand, de Felipe González et de Jacques Delors. Les dernières audaces du début des années 90. Depuis, on n'a rien changé en Europe. On n'a rien changé. On a un peu élargi. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui évolue. Et toutes les crises qu'on vit depuis 10 ans sont des crises qu'on aurait pu vivre dans l'espace européen des années 80. Que ce soit la crise grecque, que ce soit la situation d'une zone Schengen qui n'est pas parfaite. On n'a même pas besoin des pays d'Europe centrale pour avoir le problème. On voit bien que les choses, c'est parce que depuis le début des années 90, depuis Maastricht, depuis la manière dont on a construit l'euro, depuis la manière dont on a construit Schengen, on a fait ça, c'était pas une mauvaise chose, c'était une étape par rapport aux États-nations. Sauf que depuis, pendant 20 ans, les responsables politiques ont mis tous leurs échecs sur le dos de l'Europe et ont construit finalement l'Europe comme étant le meilleur ennemi de l'opinion publique. Donc aujourd'hui, c'est difficile. La suite de ça, c'est le Brexit. C'est qu'effectivement, quand vous expliquez aux gens pendant 20 ans l'Europe est la cause de tous les maux et de tout ce qu'ils subissent, au bout d'un moment, ils disent, puis que après l'avoir fait pendant 20 ans, vous appelez Cameron et vous dites qu'il faut voter pour le contraire de ce que vous avez dit pendant 20 ans, c'est difficile. Les gens, ça marche pas. Oui, il y a besoin de changer ça. Mais pour ça, c'est des étapes nouvelles en Europe. Ça fait quelque temps qu'on corrige les défauts, mais sans trop le dire encore. Quand on fait un peu d'union bancaire, quand on met en place un Frontex un peu plus dur, en renforçant un petit peu la solidarité pour la politique d'asile, etc. On fait des choses. Mais à mon sens, on ne pourra pas aller vraiment beaucoup plus loin sans avoir un minimum de discours beaucoup plus européen qui assume les choses. Tant qu'on pensera, tant que les responsables politiques seront d'ailleurs les seuls à penser, ou que certains responsables politiques seront les seuls à penser que l'alpha et l'oméga en France c'est l'élection présidentielle, ben ça ne va pas marcher. Parce que c'est pas là que tout se passe. C'est important. Mais finalement, les choses les plus essentielles, elles se passent au niveau européen. C'est là qu'on peut faire bouger les choses. C'est là qu'il y a des choses à évoluer. C'est là qu'il y a des choses à changer. C'est les élections européennes. Et finalement, la responsabilité des États, c'est de faire accoucher cette évolution. On y arrive avant que l'Europe se désengage. Ce qui est positif, c'est que finalement, malgré tous les doutes des populations, on a encore des gouvernements qui essayent de faire tenir les choses et de corriger les choses petit à petit. Il faut avoir le courage de le dire plus fort. Mais c'est vrai, sur l'asile, politique européenne. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait le budget européen. Parce qu'on ne peut pas non plus penser que l'Europe peut tout faire avec un budget qui est 1% du PIB européen. Enfin, comment voulez-vous que disent l'Europe protège? On va dire oui, l'Europe doit protéger. On constate aussi d'ailleurs qu'on va demander, pour tout l'espace Schengen, etc., en plus, à l'Europe de s'impliquer plus en matière de sécurité, même militaire. On a un système de protection sociale qui est quand même plus important que celui des États-Unis, par exemple. Bon, et pourtant, au niveau européen, 1% de PIB, budget européen. Le budget fédéral américain, 23 ou 24%. Comment voulez-vous prétendre que l'Europe protège avec des moyens qui sont en proportion de la richesse produite 24 fois plus faible que les États-Unis? C'est pas possible. En plus, on a un modèle social un peu différent. Donc voilà, à partir de là, il y a énormément à faire. Il faut que pour cela, les États, nations, arrêtent de faire du théâtre et acceptent de mieux mettre des choses en commun et l'assument devant les opinions publiques. Voilà, mais ça nous éloigne un peu du droit d'asile, même si c'est, quand on parle de droit d'asile en Europe, c'est important. Mais je pense aussi que l'Europe, malheureusement, n'a pas conscience suffisamment que ce qui se passe en son sein aujourd'hui est en train de détruire sa relation avec le reste du monde, en particulier avec le sud de la Méditerranée, parce qu'elle perd sa crédibilité, elle perd sa capacité d'imposer ses valeurs, elle perd sa capacité finalement de parler d'état de droit quand la réalité ne plaide pas pour elle.
la réalité de ces actes ne plaide pas pour elle. Et finalement, c'est triste parce que, alors qu'elle devrait avoir toutes les bonnes raisons de pouvoir être rayonnante et d'avoir confiance en ses forces, elle s'affaiblit et elle perd toute capacité d'envoyer un message positif. Et pourtant, on en a besoin. Pourtant, je pense que le monde en a besoin. Et je pense que notre modèle social, et ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu réussir au cours des 60 dernières années, en termes de paix, et qui n'est pas perdu pour l'instant, et qui n'est pas perdu aujourd'hui, reste encore un modèle. Entre une espèce de capacité de développer des politiques en commun tout en respectant des souverainetés, même si aujourd'hui, je pense qu'il faut en mettre plus en partage pour pouvoir être plus efficace, ça reste à mon avis un modèle pour le monde. Peut-être pas pour ici, mais pour bien des parties du monde. Et c'est dommage qu'on en arrive là, parce que finalement par rapport à l'enjeu à la fois de la paix au Moyen-Orient, mais aussi l'enjeu démographique, économique et social en Afrique, l'Europe a un rôle essentiel qu'elle va perdre si elle n'est pas capable de répondre correctement et en conformité avec ses déclarations sur la question de l'accueil, sur la question de l'état de droit et sur la question du respect de tous les droits de chaque être humain. Parce que si elle ne le fait pas aujourd'hui, demain, elle risque de ne pas être crédible sur aucun point. Je pense que Jean avait une dernière question, mais c'est frustrant. Ouais. Non, parce que je voudrais reprendre un peu ce que tu disais. Tu citais un exemple des sociétés qui arrivent à générer des mobilisations citoyennes qui font que ces mobilisations influencent le politique et développent une forme de solidarité qui dépasse la simple décision politique. Je voudrais faire le lien avec le Canada et le Québec, on s'en était parlé. Contre l'État fédéral, provincial et municipal, à un moment donné, il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est faite, avec des églises, avec de toute obédience, avec des associations, avec des services parapublics et autres, sont mis à prendre et à associer les réfugiés à la prise en charge de leurs propres problèmes. Ce regroupement s'est mis à prendre en charge le dossier des solliciteurs d'asile autant que des réfugiés. Et ça a donné une situation qui a influencé les politiques. Aujourd'hui, les politiques mendient leur place dans ce genre d'espace, qui s'appelle la table de concertation des organismes au service des réfugiés et des immigrants, qui regroupe 140, 150 organismes avec des observateurs étatiques. Et ça, c'est une influence constante entre le milieu d'action, le terrain, et le politique. Ça serait intéressant d'échanger là-dessus c'est pas une décision du Canada, c'est une décision de la société québécoise et canadienne d'en arriver à ça. Comme l'exemple que tu viens de citer de la Suisse. Ouais, voilà. La Suisse, c'est surtout la coopération canton-confédération. C'est l'Allemagne. C'est particulièrement remarquable. L'Allemagne. Bon, merci à vous, merci Ramzi. Merci beaucoup d'être venu. Ça a attendu au Canada exactement à 16h55. Bon, là, il est au Québec. Donc, 16h55. Et je ne sais pas comment il était pour tenir.